Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bon retour parmi nous. Bienvenue dans ce nouveau podcast pour les personnes qui découvrent ma chaîne et pour les anciens qui ont déjà découvert le premier podcast sur la review du film The Creator avec mon ami Virgo. Aujourd'hui, c'est un podcast très différent concernant une tendance que je vois régulièrement quand je suis en supermarché pour faire mes courses de manière urgente. Et c'est un sujet qui me porte beaucoup à cœur parce que au travers de mes déplacements ou bien de mes sorties avec mon père, on a souvent cet échange, ces discours, ces observations dans ces milieux où il y a une forte population, que ce soit dans un supermarché, un restaurant. Et on remarque énormément de choses très intéressantes sur le quotidien des personnes, et je voulais vraiment me concentrer sur les lieux comme les supermarchés, les hypermarchés, et dans un deuxième temps les restaurants. Mais il y a quelque chose qui me frappe à chaque fois quand je vais dans un supermarché, c'est l'abondance, l'abondance des produits et la quantité incroyable d'articles que l'on peut mettre dans un caddie. Ça m'a toujours surpris de voir les ménages, les familles, qui ont tendance à remplir leur caddie à ras-bord. On a des fois l'impression qu'ils vont prendre un deuxième caddie pour remplir leur stock, comme s'ils allaient préparer l'hiver. Je pense qu'on se rappelle tous tristement ces images pendant le confinement où toutes les gondoles et les rayons de pâtes et de PQ ont été dévalisés littéralement, ou encore ces images où on voyait une promotion pour le Nutella et tout avait littéralement disparu jusqu'à parfois des violences entre les consommateurs. Hein. Ils y allaient presque jusqu'aux mains. Oh mon Dieu, moi je vais partir, c'est pas normal. Et ça m'a toujours fasciné quand je me prenais avec mon père. On regarde un peu, des fois on regarde discrètement un peu le genre de produits que les gens achètent pour voir un peu leur quotidien. En général, j'ai toujours pensé que ce que les gens achètent reflétait leurs habitudes. Ce qui me paraît un peu normal. Et on retrouve très fréquemment, voire quasi tout le temps, les produits les moins chers, certes, mais les produits vraiment de très basse qualité. Je vais vous donner un exemple. J'allais faire mes courses là dans un magasin je ne vais pas dire le nom, mais je pense que vous connaissez peut-être la franchise Bleu et Jaune. Et j'avais avec moi, j'avais une grappe de tomates, de la mozzarella, et je me souviens plus ce que j'avais pris, et de la sardine. Pas beaucoup d'articles. Et étrangement, c'était à 15h. Et à 15h, en général, il n'y a personne. Ça dépend aussi des lieux. Mais là, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et il y avait un couple qui était avec leur caddie rempli à ras-bord. Et bon, moi, j'étais avec mes tout petits articles derrière. Et à un moment donné, je les voyais mettre leurs articles les uns après les autres. Et je voyais que c'était, pour la plupart, beaucoup de doublons. Et des produits qui étaient au format XXL, c'est-à-dire vraiment le truc familial. Mais quand je vous parle de ça, c'était du Coca-Cola, des chips, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, des brioches, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans mes souvenirs, des biscottes, de la viande premier prix, bref, il y avait énormément de produits de
pas de première qualité et souvent à des prix assez dérisoires et, et qui étaient, on va pas se mentir, qui étaient remplis de gras, de sucre. Bon, je sais ce que vous vous dites. Vous allez sûrement vous dire, oui, mais il y a des gens qui n'ont malheureusement pas la possibilité d'acheter des produits frais, de bonne qualité. C'est vrai, mais je vais y revenir tout à l'heure. Ce qui me frappe surtout, c'est de voir la capacité avec laquelle ce sont certes pas des produits frais, mais l'abondance. Le fait de remplir son caddie. Quand j'étais en fac de médecine à l'époque, on avait un cours de psychologie qui avait attiré mon attention étrangement parce que en général, moi, j'écoutais quasiment pas les cours. Enfin, si, je les écoutais quand même, mais il y avait certains cours qui étaient plus barbants que d'autres parce que je savais que ça n'allait pas m'avancer dans mon cursus professionnel. Et je me souviens où le professeur avait expliqué que les personnes de classe sociale moyenne, voire très basse, avaient tendance à acheter énormément de produits, de produits en très grande quantité, et en général c'était surtout l'alimentaire, alors que chez les classes un peu plus, alors cadre supérieur et moyenne, mais moyenne un peu plus supérieure, pardon, eh bien, c'était les catégories qui achetaient plutôt des produits frais, des produits un peu plus chers, des produits de meilleure qualité. Et ça m'avait souvent frappé, parce que ce professeur nous avait expliqué que dans le tertiaire, les ménages qui travaillent dans le tertiaire ont cette croyance de prendre des produits, beaucoup de produits, beaucoup d'alimentaires, et de remplir les frigos à ras-bord, parce que cela leur permettait de croire que leur vie était abondante. Je m'explique. Les personnes qui vivaient avec peu de moyens, le fait d'avoir un frigo bien rempli était une forme de richesse en soi. Alors je vous dis, ce discours, ça remonte à entre 2010 et 2013, à l'époque où j'étais en médecine, où je faisais mes études de médecine. Maintenant, est-ce que le discours a changé ? Je ne pense pas énormément. Je pense qu'au niveau des classes sociales et de leurs habitudes alimentaires, ça n'aura pas beaucoup changé, je pense. Mais la croyance de remplir son réfrigérateur, son frigo, son réfrigérateur, serait la croyance d'une richesse alimentaire. Bon, je n'ai pas recontacté mon professeur pour lui demander, d'ailleurs je me souviens même plus de son nom, mais cette partie de ce cours de psycho m'avait beaucoup touché, et c'est vrai que quand je fais mes courses rapidement pour acheter un truc rapidement, je ne suis vraiment pas fan des supermarchés ni des hypermarchés. J'ai toujours trouvé cet endroit, ces lieux anxiogènes. C'est beaucoup de stress, beaucoup de gens qui courent, surtout les heures de pointe, genre 18-20 heures, un peu comme dans les salles de sport. ceux qui vont dans les salles de sport connaissent un peu la tendance du 18-20 heures, où là c'est la foire d'empoigne, c'est le zoo de Beauval, littéralement. Et j'ai jamais aimé ces lieux, parce que déjà c'est beaucoup de stress, beaucoup de pression, et c'est beaucoup de gens aigris, mécontents. Alors j'impute souvent cela à une journée un peu chargée, compliquée, une famille à gérer, des enfants parfois un peu insupportables. Donc je peux comprendre que parfois t'as le père de famille ou la mère de famille qui est avec les enfants, ils rentrent du boulot, ils sont partis chercher les enfants, ils vont au supermarché en urgence parce qu'ils ont oublié de faire les courses le week-end. Bon, ça encore je peux comprendre. Je peux comprendre l'anxiété, je peux comprendre le stress. Mais il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé assez étrange, c'était le contenu justement des caddies, le contenu des
des achats de certains ménages. Donc encore une fois, je sais que certains vont me dire « Oui, mais non, comment tu peux dire ça? Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, tout ça. » Il fait « Oui, certes. » Donc du coup, j'en ai discuté avec mon père, parce que j'avais ce même discours il y a plusieurs années. Je lui ai dit, parce qu'on a tous été un peu galériens, moi j'ai été étudiant pendant un petit moment, et je sais ce que c'était que de devoir économiser et parfois acheter des aliments qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Mais bon, il faut bien manger, quoi. Et j'étais en train de me dire, avec le temps et le recul, j'étudie beaucoup l'impact de l'alimentation sur l'organisme. Quand on fait du sport, c'est un peu obligé de bien allier le bon carburant pour justement être prêt pour s'entretenir, pour avoir la meilleure shape, la meilleure forme physique. Et je me dis que pendant une longue vie, pendant une très très longue période, acheter des aliments de premier prix, pas chers, qui sont bourrés d'additifs, de conservateurs, de nitrites, la grande majorité sont responsables de cancers du côlon, de cancers œsophagien, pulmonaire, gastro-entérique. Est-ce qu'il est intéressant au final de se bousiller la santé sur du long terme pour devoir en fin de vie subir des pathologies dues justement à l'alimentation, puisque le fonctionnement de notre organisme, de notre corps, est à littéralement 80% notre alimentation. Les 20% restants, ou je dirais 70% l'alimentation plutôt. Les 30% restants sont la consommation d'eau, mais on va la mettre aussi dans l'alimentation, la respiration, la bonne posture, l'énergie au travail, la productivité au travail et bien sûr le développement personnel, parce qu'en général on sait que on dit toujours un esprit sain dans un corps sain, et j'ai toujours pensé que le mental pour moi avait une importance vitale dans le bon fonctionnement d'un organisme humain. Une personne qui est tout le temps dépressive, en général, les chiffres peuvent le prouver, ce sont des catégories de personnes qui ont tendance à développer des pathologies cardiaques parce que le cœur est mal alimenté. Il y a beaucoup de micro-organismes qui sont responsables de blocage au niveau des artères, d'embolie pulmonaire. Bref, beaucoup de pathologies justement qui sont liées au mental. Pour moi, l'alimentation, c'est vraiment le plus important. D'ailleurs, même en sport, ça n'a rien à voir, mais je vous fais une parenthèse, même en sport, on estime que 70% à 80% de l'alimentation est responsable de votre forme physique. Voilà, vous aurez beau faire tout le cardio du monde, toute la musculation du monde, si vous avez une alimentation à chier, vous allez avoir un corps à chier. Voilà, il faut dire les termes, voilà. Et donc, faut-il, sur du long terme, troquer sa santé pour un bas prix en termes d'alimentation, pour au final se retrouver avec une santé nulle, avec des médicaments à bouffer jusqu'à la fin de sa vie, sans compter toutes les complications qu'on peut avoir, comme je vous ai dit, cancer colorectal, je vous laisse imaginer la souffrance et la douleur que l'on peut endurer lorsqu'on a ce genre de pathologie, et sans compter essentiellement toutes les pathologies cérébrales et neurodégénératives qui sont souvent, dont la cause est aussi alimentaire, souvent les aliments qui sont transformés, les aliments industriels, les produits chimiques. Ça a un impact énorme au niveau endocrinien et hormonal. Donc faut-il troquer un aliment pas cher, mais souffrir avec une santé dégradante en fin de vie, ou bien investir un peu plus dans des aliments frais, des aliments bons pour la santé, un bon carburant,
Hein, vous n'allez pas mettre du samplon 98 dans un diesel et vous n'allez pas mettre de l'éthanol dans un diesel. Voilà, sinon le moteur casse. Et ben c'est exactement pareil. Et je pense que oui, certes, on peut se dire que certaines personnes n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir acheter des aliments frais, de bonne qualité. Mais je me dis, tant qu'à avoir une bonne santé, quitte à vivre longtemps et en bonne santé, parce que vivre longtemps mais dans un état dégradé, pour avoir travaillé dans beaucoup d'EHPAD, je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus humiliant. Se faire torcher le cul, être dépendant de quelqu'un, il n'y a rien de plus humiliant. Certains vont dire non, c'est digne, tout ça. Moi, je trouve rien de digne. Perdre toutes ses facultés cognitives fonctionnelles et être dépendant, c'est là qu'on perd quasiment toute humanité. Pour moi, c'est ça. Ça peut paraître fort, ce que je dis, mais je vous laisse imaginer la détresse de certaines personnes qui finissent dans ces établissements-là. Franchement, mettez-vous à leur place. Après, c'est pas forcément ce que je vous dis par rapport à ces critères de personnes, c'est pas forcément dû à l'alimentation, ça peut être multifactoriel. Ça peut être la génétique, ça peut être des accidents au travail, ça peut être plein de choses, pas forcément au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation. Mais on peut quand même s'accorder à dire que l'alimentation a quand même une importance énorme dans le fonctionnement d'un organisme humain. Il y a un truc aussi qui m'a frappé, et c'est un proche de ma famille qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu sais, nous sommes quand même la seule espèce animale, la seule espèce dans le règne animal qui est capable de manger sans faim. C'est-à-dire, on est capable de manger encore plus que ce qu'on peut. Quand un lion, par exemple, il attaque la gazelle, bon, bah, il a mangé sa part et il laisse le reste aux autres parce qu'il sait qu'il est rassasié. De toute façon, le lion, il n'a pas de frigo, il ne va pas le conserver. Alors que l'être humain, il est capable d'aller chez Otakos ou Chamas Tacos, de se prendre un quadruple XL avec cordon bleu, nuggets, tenders, falafel, ce que tu veux, toutes les sauces de l'univers et tous les suppléments que tu veux. Je vous dis ça parce que j'ai connu ma période de tacos, donc j'ai quand même quelques bails. Et il est capable de tout manger, même s'il n'a plus faim. Et on reconnaît certains, et aussi certaines, pas de misogynie, où, oui, j'ai bien mangé, mais je me prendrais bien un petit dessert. Ça a toujours été la phrase fétiche. Même chez mes proches, en général, on est toujours dans un dîner, j'ai toujours quelqu'un dans mon entourage, « Ah, j'ai bien mangé, mais... je prendrais bien un petit dessert quand même. » Voilà, c'est pas juste le petit café, c'est vraiment le café gourmand presque. Voilà, le petit tiramisu, le spéculoos, ce que tu veux, la crème brûlée. Voilà, étrangement, c'est même toi des fois qui es obligé de finir le repas quand t'es au restaurant parce que la personne elle a plus faim. Elle dit, t'as plus faim ? Ouais, mais je prendrais bien un petit dessert. Ah, punaise. Et ça me fait toujours rire. Mais pour en revenir un peu sur l'alimentation, c'est pour moi une caractéristique à ne jamais négliger. Quand on voit au niveau de la santé ce que coûte un soin, et heureusement qu'en France, on a une partie par la sécurité sociale qui peut être prise en charge, mais il est vrai que parfois, elle ne prend pas tout en compte. Et c'est malheureusement ça le problème, c'est que on vit malheureusement, entre guillemets, pour certaines personnes, et c'est malheureusement vrai, pour avoir travaillé dans le médical, certaines personnes justement profitent de ce système, que je trouve un peu... Alors, aussi intéressant soit-il, mais il amène à beaucoup trop de
de facilité et d'opportunité. Voilà, je pense que si on pouvait régler l'éducation dans l'alimentation, je pense qu'on pourrait reconnaître déjà un fort déclin des trafics dans les hôpitaux. Et par corollaire, l'industrie pharmaceutique en prendrait un coup. Parce qu'on ne va pas se mentir, les industries pharmaceutiques, si elles sont pas malades, s'il n'y a pas de malades, elles sont ruinées. Je me souviens d'un reportage, je ne me souviens plus quel présentateur ou quelle personnalité était allé voir une industrie pharmaceutique pour leur demander écoutez, je fais une récolte de fonds, de dons pour aider les enfants atteints d'une pathologie, je crois que c'était une pneumopathie ou un pneumothorax, je me souviens plus. Et il est allé voir une de ces industries pharmaceutiques, il est allé voir le PDG, il a dit écoutez, moi ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je devrais investir dans un traitement alors que c'est mon fonds de commerce? Vous comprenez un peu entre guillemets la subtilité de la réponse? C'est-à-dire que sans les malades, eh bien, l'industrie pharmaceutique ne fonctionne plus. C'est triste à dire, hein, mais malheureusement c'est ça. Et il faut savoir qu'en France, nous sommes les premiers consommateurs d'antidépresseurs dans le monde. Donc déjà, il y a des questions à se poser. Antidépression au travail, antidépression dans le cercle familial, personnel, et plein d'autres critères. Mais c'est vrai que si l'industrie pharmaceutique, s'il y avait s'il n'y avait plus de consommateurs de médicaments, les industries pharmaceutiques mettraient la clé sous la porte. Tout simplement. Et pourtant, on sait tous, et je pense que vous savez, ceux qui m'écoutent en ce moment, vous le savez vous-même que le premier chemin pour une bonne santé, c'est aussi un bon mental. Et malheureusement, le mental est un peu négligé parce que, eh bien, on vit maintenant une époque de distraction, de paresse, d'admiration, de personnalité, de ce que nous n'avons pas ou de ce que les autres ont et de ce qu'on aimerait avoir. Et ce cercle vicieux, en fait, travaille dans notre mental et nous empêche d'avancer. Et ça nous fait plus reculer qu'autre chose. C'est pour ça que je dis que le mental, c'est quand même un des critères les plus importants dans une bonne santé, en plus de l'alimentation. Et juste avec de bons gestes, de bonnes routines, ne pas se coucher trop tard le soir, éviter les écrans, éviter les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment un truc que je n'aime pas ça. J'ai vraiment aucune aspiration à avoir un réseau social, sauf pour annoncer, par exemple, un prochain podcast ou une photographie d'un paysage. Et encore, parce que je n'aime pas me prendre en photo, j'aime pas ça. J'ai jamais compris le concept du selfie. J'en faisais, mais ça ne m'a jamais plu en fait. Je me sentais pas du tout bien là-dedans. Et en additionnant un peu tous ces critères, une bonne santé, une bonne hygiène de vie, une bonne alimentation, un bon sommeil, ça aussi le sommeil, extrêmement négligé. Voilà aussi une cause de ce que la mauvaise alimentation peut causer, le fait de manger gras très tard le soir, de grignoter des chips, parce que j'en vois beaucoup pour avoir fait pas mal de colocations et pas mal de rencontres parmi certaines habitudes de certaines personnes. Alors pas de jugement de valeur, mais j'en voyais certains, ils se levaient le matin, ils étaient pas frais quoi. Ils n'étaient pas frais pour commencer la journée. Donc c'est sûr que si déjà l'hygiène de vie n'est pas présente, c'est un cercle vicieux. Et souvent l'alimentation, par vice, vient en plus se greffer sur cette mauvaise habitude. Parce que problème au travail, problème dans la famille, et en général on a toujours cette petite envie de manger quelque chose, de manger quelque chose de vite
vite et sucré et gras, quelque chose qui nous cale. Et on se sent bien après, mais on se sent bien sur un court terme. Et parfois on regrette. On regrette des fois j'ai passé une mauvaise journée. Je me suis embrouillé avec ma copine ou avec mon copain. J'ai envie d'un burger, j'ai envie d'un KFC, ouais, j'ai envie d'un Burger King, d'un tacos, ouais, j'ai envie d'un tacos. Évidemment, tu prends le tacos le plus gros et tu sais que tu vas pas le finir. Et à la fin, t'es rassasié, t'as le ventre, t'as la brioche qui s'est formée dans ton bidou. Et tu sais qu'après, tu regrettes. On a tous ce moment de regret. Moi, j'estime que quand on se fait plaisir, il faut jamais regretter. Parce que si tu regrettes, c'est que tu t'es menti à toi-même. Voilà. Ou alors, tu restes fort et tu te fais riz, brocoli, viande, blanc de poulet, comme les go muscu. ceux qui connaissent un peu les bails connaissez tous la recette classique du riz haricots verts ou brocoli avec un filet de poulet. Je comprendrai jamais comment est-ce qu'on peut pas assaisonner juste par exemple avec un peu de soja salé. Il y en a qui mangent ça comme ça, sans assaisonnement. C'est d'une tristesse sans nom. Il n'y a pas de saveur. C'est voilà, de manger pour manger. Voilà, c'est presque ça. Bon, je ferai un podcast justement sur l'alimentation des go muscu parce qu'il y a vraiment des choses que je vois sur Instagram ou sur des vidéos YouTube. Je me fustige. Et je pense que ça va être sûrement un de mes prochains podcasts. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'alimentation, pour l'abondance qu'on trouve dans les supermarchés, dans les rayons. Ça me fume à chaque fois quand je vais dans un supermarché. Et je vous parle pas du petit Aldi. Je vous parle vraiment du Auchan ou du Carrefour qui fait la taille de 2 stades de foot. Où on trouve des quantités incroyables de nourriture. Et je me dis quand même, on a quand même de la chance. On a quand même de la chance. On se plaint pour pas grand-chose, mais on a de la chance quand même. On a de la chance d'avoir à manger. Et je me dis, si on prend déjà un hypermarché aussi grand que 2 stades de foot remplis de nourriture, essayez de multiplier cela avec toutes les autres enseignes de toutes les villes d'un pays comme la France. Et imaginez seulement dans l'Occident et le monde entier. Ça paraît juste hallucinant. Moi, ça me termine, cette quantité astronomique de nourriture. Et ce qui me fume encore plus, c'est de savoir que la plupart de ces aliments ne seront pas ouverts, ne seront pas consommés, et qu'ils sont jetés à la poubelle. Alors, de plus en plus, et j'ai remarqué, et ça franchement, je trouve que c'est un excellent geste, c'est de mettre les aliments qui sont en péremption proche, à des prix, à des rabais, pour justement éviter la perte. Bon, après, c'est pas des aliments forcément très ouf, mais parfois je vois quelques paniers de légumes et de fruits, et je me dis, oh, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment top. Mais c'est vrai que l'abondance dans les supermarchés, à chaque fois que je vais dans un supermarché, il doit y en avoir des quantités incroyables de nourriture pour nourrir quelques personnes. Parce que j'imagine que tout ne disparaît pas dans les rayons, sauf si voilà, il y a une espèce de Black Friday pour le Nutella. Ça aussi, je revois cette vidéo des gens qui se jetaient dessus, qui se marchaient dessus, qui arrachaient tous les pots, toute la palette de Nutella qui avait disparu en un claquement de doigts. Tu clignes des yeux, hop, ça y est, tout a disparu. Incroyable. Ça me fume. Et pour ça, je pense que ce sera le sujet d'un autre podcast. Je suis actuellement en train de lire le livre de Jean Baudrillard, La société de consommation, qui est qui commence très bien, et dont je vous exposerai plutôt ma review. Voilà, je peux vous inviter à le lire, Jean Baudrillard, qui est un auteur qui est un auteur français. Et au travers de son livre,
nous ferons un comparatif par rapport à ce podcast. Et je pense qu'il y a certaines choses qui reviendront, parce que je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez trouvé mon podcast intéressant. Et si vous l'avez trouvé intéressant, je vous invite à laisser un pouce en l'air, à vous abonner si vous souhaitez un autre contenu de ce genre. Et ce podcast sur la review du livre La société de consommation de Jean Baudrillard sortira dès que celui-ci sera achevé. Mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était mon tout premier podcast en solo. J'avais vraiment envie de le faire. Il m'arrive des fois de me faire des essais de podcast, mais par exemple sous la douche ou bien quand je suis en train de prendre mon petit-déj. Je me fais des mini-scénarios pour voir de quoi est-ce que je pourrais parler, de quel contenu, avec quel matériel, quelle source. Et parfois, en fin de journée, je me dis, j'ai pas grand-chose à faire. Enfin, j'ai toujours des choses à faire, j'ai plein de choses à faire. Mais j'aimerais exploiter ce temps pour me dire, voilà, j'ai un podcast à raconter, à dire, une histoire. Et je vais l'exposer, comme ça, c'est pas du temps perdu, et ça me permet aussi de pouvoir m'occuper d'une certaine manière. C'est une nouvelle forme de passe-temps. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée ou une agréable soirée. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Faites attention à ce que vous mangez. Et je vous dis à la prochaine. Salut!